rural donc s'inscrit plus largement dans le cadre de la nouvelle programmation FEDER FSE+, FTJ 2021-2027. Il s'inscrit en particulier au sein de l'objectif stratégique numéro 5, donc l'Europe plus proche des citoyens, et donc qui a été décliné, donc cet objectif stratégique a été décliné en deux priorités, donc une approche territoriale donc, qui vise d'une part les zones urbaines pour un montant, une enveloppe globale de 30 millions d'euros de FEDER, et d'autre part donc les zones rurales avec une enveloppe globale prévisionnelle de 20 millions d'euros. Au sein de cet objectif stratégique, nous avons aussi une priorité dédiée au massif des Alpes. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la continuité de l'ancien programme opérationnel interalpin, qui couvre également donc, la partie du massif situé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, cette enveloppe est de 32 millions d'euros. Donc, ça fait un total de près de 83 millions d'euros, donc qui sont dédiés à des approches territoriales. 83 millions d'euros pour une enveloppe globale de FEDER FSE FTJ sur 2021-2027 de 615 millions d'euros, ce qui représente à peu près 13% de l'enveloppe fléchée sur ces approches territoriales. La spécificité des approches territoriales, c'est qu'elles doivent s'appuyer sur des stratégies donc, territoriales intégrées. Et donc ça, c'est une contrainte réglementaire qui est imposée par la Commission européenne. Et donc, pour le volet rural, nous avons décidé, en tout cas, le choix a été fait de s'appuyer sur les contrats régionaux, nos territoires d'abord, que certains connaissent plutôt sous le terme CRET, donc contrats régionaux d'équilibre territorial, parce que ces contrats donc, nous permettent de couvrir l'ensemble du territoire régional sans avoir de trous dans la raquette, pour parler de manière un petit peu triviale. Et aussi parce que ça nous permet d'assurer une forme d'articulation et de cohérence entre les dispositifs de soutien propres à la région et ces approches territoriales soutenues par les fonds européens. Nous fonctionnerons sous la forme d'appels à projets publiés régulièrement. Donc là, c'est le premier appel qui a été publié, si je ne me trompe pas, vendredi dernier, voilà, le 29 octobre. Le 30 septembre. Le 30 septembre, pardon, je suis en avance ou en retard. Donc, il a été publié le 30 septembre. Et on vous donnera voilà, toutes les ressources d'accès dans le courant de la réunion. Et d'ailleurs, je vais donc laisser Marie-Astrid nous présenter désormais de manière plus concrète ce premier appel à projet. Donc, je vous propose effectivement à présent de passer à la présentation du contenu de l'appel à projet que vous avez peut-être pour certains d'entre vous déjà consulté. Et on va démarrer par les objectifs poursuivis. Donc, la mobilisation du FEDER dans le cadre de ce volet territorial doit permettre le renfort des fonctions de centralité des communes qui sont éligibles et le développement de leur attractivité résidentielle. Donc, ça, c'est un point qui est important pour nous. Plus concrètement, les opérations qui seront soutenues devront contribuer à la revitalisation des centres-villes et ou permettre le développement et l'amélioration des équipements de services au public. Les actions qui pourront être soutenues sont organisées autour de deux mesures. La mesure 1, revitalisation des centres-villes, dans laquelle nous retrouvons les opérations de requalification et création d'espaces publics qui participent à l'amélioration du cadre de vie, et également les opérations de réhabilitation ou de construction de locaux commerciaux. Puis la mesure 2, développement et amélioration des équipements de services au public, qui concerne cette fois-ci les projets de création, d'extension et ou de réhabilitation d'équipements de services au public. Donc là, nous avons mis les exemples d'une médiathèque, d'une maison de santé, d'une maison de France Service, d'un tiers-lieu. Pas mal d'équipements sont éligibles et vous avez d'ailleurs d'autres exemples qui sont directement dans l'appel à projet. Nous vous rappelons ici que les opérations élaborées dans une démarche intégrée, comme l'a précisé Gwenaëlle auparavant, et inscrites dans une stratégie d'aménagement territorial global, seront privilégiées, avec une petite référence au référentiel aménagement durable régional.
Alors, à titre d'information, nous avons également listé des opérations qui seraient inéligibles. La liste n'est pas exhaustive, mais elle est quand même déjà assez conséquente. Donc, les locaux administratifs de type mairie annexe, hôtel de communauté, les opérations ciblant la seule réhabilitation énergétique de bâtiments publics, les grands équipements sportifs, les déchetteries, centres de tri et de recyclage, les cimetières, les projets à vocation exclusivement touristique et enfin les études préopérationnelles seules. Donc, nous allons passer maintenant sur les prochaines slides aux critères d'éligibilité de l'opération. En démarrant donc par les bénéficiaires qui sont éligibles. Donc, seront éligibles dans le cadre de cet appel à projet les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, également les sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales, et enfin les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Nous précisons que le montage en opération collaborative est exclu dans le cadre de cet appel à projet. Alors, concernant cette fois-ci l'éligibilité géographique de vos opérations, donc des distinctions selon les mesures auxquelles elles seront rattachées. Pour les mesures 1 et 2, l'opération devra être localisée dans l'une des 61 communes éligibles. Donc, je pense que pour pas mal d'entre vous, la liste est connue depuis. Mais vous la retrouverez au cas où juste après et également directement dans la trame de l'appel à projet. Pour la mesure 1 exclusivement, l'opération devra être réalisée en centre-ville. Donc, des périmètres précis ont été définis sur la base de critères urbanistiques. Vous avez les cartes de ces périmètres qui sont accessibles pour chacune des communes depuis le lien qui est indiqué à la page 8 de l'appel à projet. Et également, à partir de cette slide, la présentation sera d'ailleurs accessible et téléchargeable plus tard directement sur le site europe.maregionsud.fr. Nous prendrons en compte également les périmètres qui seraient inscrits dans les conventions d'opération de revitalisation de territoire. Alors, nous précisons ici dans la limite du territoire de la commune éligible. Donc, nous n'ajouterons pas de communes à la liste des 61 communes éligibles, même si elles sont dans les conventions ORT. C'est vraiment les périmètres de centre-ville définis dans les conventions pour les communes qui sont déjà établies comme étant éligibles. Enfin, côté plus pratique, si vous souhaitez vérifier l'inscription de votre opération dans le périmètre centre-ville que nous avons défini, une application est à votre disposition. Alors, elle renvoie au même lien que le lien auquel vous aurez accès aux différentes cartes des centres-villes. Et vous avez le lien également qui est sur la slide. Alors là, c'est juste pour vous présenter à l'échelle de la région les 61 communes qui sont éligibles à ce volet rural. Et enfin, nous avons ajouté la liste des 61 communes que vous aurez le temps par ailleurs aussi de consulter. Alors, toujours sur les critères d'éligibilité de l'opération, dans le cadre de la programmation 21-27, les incidences environnementales des projets d'investissement seront évaluées conformément au règlement portant dispositions communes. Donc, pour ce faire, vous devez remplir l'annexe 4 de l'appel à projet. Elle est organisée autour de 5 objectifs qui sont zéro artificialisation nette des sols, atténuation du changement climatique, gestion des déchets, adaptation au changement climatique et préservation de la biodiversité. Donc, l'analyse des incidences portera sur ces 5 thématiques. Et cette grille donc, proposera une liste de critères qui est adaptée en fonction du type d'opération qui sera déposée. Et en tant que porteur, vous allez devoir indiquer les critères qui correspondent à votre projet afin de mesurer son ambition et sa qualité environnementale. Donc, ces critères, par la suite, seront vérifiés lors de l'instruction et au moment de la demande de solde, à l'aide des pièces justificatives que vous aurez pu nous faire remonter. Et donc, on parle d'éco-conditionnalité et de critères d'éligibilité, puisqu'un système de notes éliminatoires est mis en place selon les modalités suivantes. Donc, pour les opérations de requalification et ou création d'espaces publics, il faudra remplir le tableau 1 et respecter au moins 4 des critères qui sont listés. Pour les opérations de construction, rénovation et de réhabilitation de bâtiments, donc à la fois équipement et aussi sur les opérations de locaux commerciaux, c'est le tableau 2 qu'il faudra compléter. Pour les opérations qui comporteraient uniquement un volet bâtiment, nous vous demandons de respecter au moins 4 critères. Et si votre opération comporte à la fois un volet bâtiment et des espaces extérieurs, au moins 6 critères seront attendus.
nous pourrons aussi revenir sur cette nouveauté lors des temps d'échange. Alors, nous passons maintenant à l'éligibilité des dépenses et au plan de financement. Donc, concernant les catégories de dépenses éligibles en coût réel, pourront apparaître dans les plans de financement des dépenses d'investissement matériel et immatériel. Donc, ça correspond aux dépenses liées aux travaux de construction et d'aménagement, et également les achats d'équipements pour le mobilier urbain uniquement. Pour les prestations externes, les dépenses qui sont rattachées à la maîtrise d'œuvre, à la coordination sécurité et protection de la santé et au contrôle technique seront également éligibles. S'il vous plaît, il y a des micros d'ouverts. J'ai dit, je renouvelle pas. Peut-être que c'est coupé. Ça y est, c'est coupé. Parfait, merci beaucoup. Donc, aux dépenses éligibles en coût réel s'ajoutent deux options de coûts simplifiés, ou ce qu'on appelle plus communément les OCS. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi de nouveau pour certains d'entre vous. La mise en place de ces OCS est une obligation réglementaire qui vise à simplifier à la fois les plans de financement et aussi à valoriser plus largement les dépenses qui sont rattachées à votre opération et qui sont supportées donc par le porteur de projet. Donc, dans le cadre du volet rural et plus spécifiquement sur cet appel-là, nous avons fait le choix de combiner deux taux forfaitaires. Un taux qui vise à déterminer les dépenses de personnel qui sont directement liées à l'opération et un taux pour les dépenses directes de l'opération. Donc, nous aurons recours à un barème dégressif en fonction de la taille de l'opération et je vous présente de suite ce barème. Alors, je pense que vous arrivez à lire le tableau, mais de toute façon, l'idée, c'est quand même de vous donner un ou deux exemples. Donc, si nous prenons par exemple une opération dont le coût total s'élève à 500 000 €, le total des deux OCS est évalué. Est-ce que tu peux juste ralentir un tout petit peu? Il y a des gens qui demandent ce que Ah, bien sûr, bien sûr. Moins vite, voilà. Excusez-moi, j'essaye de ralentir alors. Le total des deux options de coûts simplifiées est évalué à 65 390 €. Donc, ça fait un total de 39 000 € pour les frais de personnel et 26 390 € de coûts indirects. Et pour un projet, si on prend un deuxième exemple, un projet d'1 million d'euros de coût total projet, le montant total des OCS est estimé à 77 500 €. Donc, c'est un apport supplémentaire qui est considérable. Donc, à avoir également en tête. Un point de vigilance dans le cas des marchés à procédure formalisée, donc pas de possibilité d'utiliser l'OCS frais de personnel si le plan de financement comprend des coûts rattachés à des marchés à procédure formalisée. Donc, peu de projets devraient être concernés, mais c'est un point de vigilance à garder à l'esprit quand vous déposez votre projet. On vous rappelle également le seuil européen pour les marchés de travaux qui vont nous concerner essentiellement. Donc, 5 382 000 € hors taxes à partir du 1er janvier 2022. Alors, un dernier point sur l'éligibilité des dépenses et le plan de financement qui est essentiel également à garder en tête, c'est donc le taux de cofinancement FEDER qui doit être compris entre 40% et 60% du montant total des dépenses éligibles. Donc, ce montant total des dépenses éligibles fait référence au plan de financement qui sera finalisé. Pour le montant plancher, nous allons fixer un seuil à 300 000 € de dépenses d'investissement et de prestations et un plafond à 2 millions d'euros de dépenses d'investissement et de prestations. Donc là aussi, nous vous appelons à une grande vigilance pour respecter ces conditions qui seront bien évidemment vérifiées. Alors à présent, un point d'attention sur la temporalité de mise en œuvre de l'opération. L'opération peut avoir démarré à partir du 1er janvier 2021. Elle ne peut pas être achevée au moment du dépôt du dossier de demande de subvention. Et un point d'attention pour les opérations soumises aux aides d'État, les travaux ne peuvent pas avoir démarré avant toute demande formalisée d'aide publique. Concernant la maturité de l'opération qui est attendue, les projets déposés seront idéalement en phase avant projet sommaire et ou avant projet définitif, avec un démarrage de travaux souhaité au plus tard fin 2023. Et pour la durée des opérations, seront également privilégiées les opérations dont la durée totale de mise en œuvre est inférieure à 36 mois. Donc ça, nous parlons bien de conditions idéales et après, c'est quelque chose aussi que nous verrons
au cas par cas en fonction des opérations. Donc, nous revenons maintenant sur cette fameuse dimension territoriale de l'opération et sur l'appui de ce volet territorial sur les contrats nos territoires d'abord notamment. Donc, la cohérence avec la stratégie, du vote projet avec la stratégie territoriale est un critère obligatoire qui va être donc vérifié et qui peut être rempli de différentes façons. Option 1, le projet est bien programmé dans un contrat nos territoires d'abord ou un CRET si vous avez un CRET qui est encore d'actualité. Et là, le critère est rempli de fait. Deuxième option, le projet est hors contrat. Donc là, il peut choisir, ça peut concerner en fait les programmes, les opérations qui seraient non programmées dans un contrat, mais également les contrats qui seraient en cours d'élaboration. Donc peut-être qu'elle sera programmée, mais au moment du dépôt, vous n'avez pas encore de justificatif de cette inscription de l'opération dans le contrat. Donc là, nous allons solliciter un avis favorable du territoire. Pour les projets à portage communal, ça sera un avis favorable de l'EPCI qui sera sollicité directement par le service développement territorial intégré. Et pour les projets qui seraient portés par un EPCI ou un syndicat mixte, une note justificative sera demandée et c'est une pièce qui est également ajoutée au dossier de l'appel à projet. Donc, suite à ça, nous poursuivons les phases d'instruction du dossier avec, à la fin de l'instruction, la présentation en comité régional de programmation avec un avis favorable ou défavorable. Donc, on a scindé la présentation en 2 temps parce qu'on imagine que le contenu de l'appel à projet va peut-être susciter déjà des questions. Donc, on va démarrer par les questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Et après, si d'autres veulent ajouter des questions, n'hésitez pas. On fait un petit temps d'échange là sur une quinzaine de minutes avant de terminer la présentation. Merci. Je vous propose voilà, il y a déjà quelques questions qui ont été listées sur le fil de discussion. Donc, on a bien noté que certains trouvaient que la présentation avait été un peu trop rapide. Donc, on va prendre le temps de répondre le mieux possible aux questions. Donc la première question portait sur la définition d'un montage collaboratif. Alors par montage collaboratif, on entend une opération qui est montée avec plusieurs partenaires qui chacun vont supporter une partie de la réalisation de l'opération et supporter une partie des dépenses. Donc c'est un type de montage qui ne sera pas mis en œuvre, qui ne sera pas ouvert dans le cadre de ce volet rural. Concrètement, il nous faut un maître d'ouvrage, une opération à maître d'ouvrage. Voilà. J'espère que pour cette première question, j'ai répondu à la demande de précision. Ensuite, il y avait une question sur la nature des porteurs de projets éligibles. Et notamment, est-ce que les associations sont éligibles? Donc, on vous confirme que les associations ne sont pas des porteurs de projets éligibles pour ce premier appel à projet. Il a été dans les échanges préparatoires, y compris dans les différentes réunions que l'on a pu faire dans les départements ou avec des partenaires, il a été convenu qu'il était préférable de cibler ce premier appel sur des porteurs de projets publics. Je compléterai juste au vu de l'enveloppe, du montant plancher, du montant plafond notamment. C'est vrai que nous avions davantage de projets qui remontaient de collectivités que d'associations, vu le plancher à 300 000 € notamment et à plus de 2 millions d'euros et des projets d'investissement quand même assez structurants. Donc c'est un choix effectivement qui a été fait. Il y avait une question concernant la définition du périmètre d'intervention des OCS. Donc, pour revenir sur les OCS, donc, comme l'indiquait Marie-Astrid, il y a deux types de coûts qui vont être couverts par ces options de coûts simplifiés. Donc, d'une part, des coûts RH donc, sont ciblés tous les coûts liés au suivi administratif, financier, technique de l'opération présentée pour le financement FEDER. Mais on ne sera pas sur des coûts réels. Voilà. Nous, a été travaillé des taux forfaitaires qui sont, comme l'indiquait Marie-Astrid,
qui sont préétablis et qui sont déterminés en fonction du montant des opérations. Voilà. Donc ça, ce seront des coûts qui seront définis de manière automatique selon les montants des opérations et qui ne seront pas rattachés forcément directement à vos coûts réels. Et donc, il y a un deuxième type d'OCS qui, lui, couvre toutes les dépenses indirectes de l'opération. Donc, ça peut être aussi bien des dépenses RH qui sont mobilisées, mais je dirais, en arrière-plan ou à la marge, mais également des frais ça permet aussi de prendre en compte des frais de fonctionnement courant, des frais de structure. Et là, c'est pareil, ce sont des coûts qui seront calculés par un taux déterminé a priori, qui sera le même quel que soit le porteur de projet. La seule variable, c'est donc le montant de l'opération et des dépenses, de l'assiette de dépenses éligibles en termes d'investissement et de prestations externes retenues. Alors, afin de vous faciliter justement la prise en main de ces taux qui sont appliqués, qui en plus sont dégressifs en fonction de la taille de l'opération, donc ça peut inquiéter dans la structuration des plans de financement. Dans l'annexe, justement, plan de financement, tout se calculera automatiquement. Donc, à partir du moment où vous rentrez, vos dépenses d'investissement et de prestations externes, à partir desquelles les taux vont s'appliquer, automatiquement, les OCS auxquels vous aurez droit seront calculés et vous pourrez aussi en prendre connaissance. Donc, ça peut être un exercice aussi à faire pour estimer le montant d'OCS auquel vous auriez droit. Donc, il y a plusieurs questions sur les plans de financement. Donc, le montant des OCS n'est pas intégré dans les montants planchers ni plafonds. C'est vrai que c'est une nuance. Donc, les 300 000 € de montant plancher et les 2 millions de montant plafond, ce sont les dépenses d'investissement et de prestations. On a fait cette distinction justement pour faciliter le travail d'identification du montant éligible, enfin de l'éligibilité de votre opération par rapport à ces montants planchers ou plafonds, sans avoir à intégrer ces OCS dont vous ne maîtrisez pas le calcul a priori, voilà, parce qu'il est fait de manière automatique. Et d'autre part, concernant les dépenses d'équipement, nous confirmons qu'ils seront exclusivement fléchés sur le mobilier urbain, donc tout équipement de structure, de bâtiment, comme une maison de santé intérieure, ne sera pas couvert par cet appel à projet. Et les montants sont en hors taxe, tout à fait. On raisonne en montant hors taxe. Exact, voilà. excusez-moi, On ne l'a pas précisé, vous avez complètement raison. Très important, donc on parle bien à chaque fois de montant hors taxe. Et il y avait une autre question dans le fil de discussion au tout début concernant les taux d'intervention 40 et 60%. Donc je ne sais pas si la personne qui a posé cette question dans le fil de discussion peut l'expliciter pour qu'on puisse y répondre au mieux. Oui, bah en fait, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Si, on vous entend très bien. Oui. Dans la slide d'avant, et là on voit une slide à l'écran. Dans la slide d'avant, il y avait un tableau avec des valeurs complètement différentes. Donc, en fait, je ne sais pas, peut-être que vous auriez pu expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un OCS. On dirait que c'est une partie de ce que finance combien finance la FEDER. C'est entre 40 et 60% ou c'est entre 16,1% et 6% selon le montant du... D'accord. En fait, ce sont deux choses différentes. Ici, ce que vous avez sous les yeux, parce que tu peux juste regarder, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Ce que vous avez sous les yeux, donc, c'est les montants d'OCS, donc les coûts de frais de personnel et les coûts indirects qui sont calculés automatiquement à partir de taux préétablis. Donc, on vous a donné un exemple pour un projet à 300 000 € en dépenses d'investissement et de prestations. Vous avez un coût calculé automatiquement d'OCS de 48 000 €. Ce montant de 48 000 € correspond à 16% des 300 000 €. Mais ça, c'est juste pour vous donner une indication et vous montrer aussi que ces taux sont dégressifs en fonction des coûts totaux des projets. Les 40 et 60% dont on vous parle, qui sont présentés dans la slide suivante, pardon, c'est la fourchette dans laquelle la participation du FEDER est éligible. Si vous avez un projet à 1 million € et que vous avez donc un FEDER sollicité et validé situé entre 400 000 et 600 000 €, il est éligible. Si vous nous demandez que 300 000 €,
on ne pourra pas nous se positionner dessus. Et si vous demandez plus que 60%, on ne pourra pas se positionner dessus non plus. Et ça concerne la totalité du plan de financement. Voilà. Est-ce que ce point est un peu éclairci? Oui. Oui, d'accord, très bien, merci. Oui, il y avait plusieurs questions là sur les frais RH et autres. Donc, je pense qu'on l'a expliqué, mais il n'y a pas de calcul de note de frais ou de feuille d'heure à renseigner. Donc, c'est un taux forfaitaire. Donc, ce sera appliqué enfin, ce sera calculé de manière automatique. Voilà. Après, on vérifiera bien entendu que vous avez des coûts réellement rattachés, mais il n'y aura pas de suivi particulier de ces dépenses RH. Il y a une vraie mesure de simplification dans ce sens-là, et notamment lors des demandes de paiement, où vous allez gagner énormément de temps, de ne pas avoir à fournir des fiches de temps des personnels qui seraient rattachés. Et donc, il y a une autre question concernant les périmètres centre-ville, pour savoir de manière un peu plus précise sur quel zonage ils sont positionnés. Alors, c'est un travail qui a été réalisé en interne à la région, par le service planification et connaissance du territoire, et également en lien avec le réseau des agences d'urbanisme dans le cadre de la révision du SRADET en 2020. Et donc, globalement, pour chaque commune, ça reprend les zonages UA et UB des plans locaux d'urbanisme. Donc, les cartes sont à disposition déjà dès aujourd'hui, si vous voulez vérifier. C'est vrai qu'après, en zoomant, vous connaissez bien en général vos territoires, mais les cartes ne sont pas forcément très précises à la rue près. Donc, c'est vrai que l'outil de géolocalisation par adresse permet vraiment de vérifier avant tout dépôt de dossier et avant de nous solliciter aussi pour un projet, de bien vérifier que l'opération se trouve dans le périmètre. Ça se fait de manière automatique. Voilà, donc on a une autre question concernant le démarrage des travaux. Donc on vous confirme que on peut soutenir une opération dont les travaux ont déjà démarré, sous réserve qu'ils aient démarré donc à partir du 1er janvier 2021. Ça, c'est la première réserve, que l'opération ne soit pas achevée au moment du dépôt. Donc c'est ce qui avait été indiqué. Et pour les opérations soumises aux aides d'État, cette possibilité, par contre, est exclue. Alors concrètement, les opérations, les aides d'État, c'est un sujet qu'on abordera de manière un peu plus précise lors des réunions territoriales en présentiel. Mais il y a très forte chance que très peu d'opérations portées dans le cadre de cet appel, en tout cas par rapport à ce qu'on a déjà pu nous identifier, les sollicitations qu'on a pu avoir, soient soumises à cette réglementation particulière de l'Union européenne. C'est une réglementation qui vise à réglementer de fait, pour le doublon, les aides publiques à destination des activités économiques. Voilà, on en parlera de manière plus précise, mais bon, sachez que c'est la seule exclusion qui empêcherait que l'on puisse soutenir une opération qui a déjà démarré au moment du dépôt du dossier de subvention. Et donc, on avait une autre question concernant la possibilité pour un EPCI de présenter un projet et de ne le faire que sur les communes identifiées dans la liste. Oui, on vous confirme. Oui. La logique de travail initiale, donc c'est la liste des 61 communes éligibles. Et ensuite, pour la mesure 2, se rajoute la condition liée au centre-ville. Mais c'est d'abord et avant tout la liste des 61 communes éligibles, quel que soit le porteur de projet. Alors, il y avait des questions sur la rénovation énergétique, sur la possibilité de financer la rénovation. Il y a beaucoup de questions, on a du mal à tout suivre, mais sur la possibilité de financer des travaux de rénovation énergétique. Donc, comme on le disait, si c'est une opération qui cible exclusivement la réhabilitation énergétique d'un bâtiment public, on n'ira pas parce qu'il y a la possibilité
d'avoir un financement sur un autre axe du programme régional 21-27, spécifiquement dédié à cette question. Après, il y avait dans la question la référence à des équipements de sportifs. Donc là, les grands équipements sportifs de type centre aquatique, piscine, golf, gymnase, etc. Un coût aussi qui dépasserait les 2 millions voilà, d'euros notamment. ne sont pas éligibles. Donc par rapport à cette question, il y a deux points de vigilance. Et quelle est la nature du projet de réhabilitation, plus globale ou seulement énergétique? Et ensuite, quelle est la nature de l'équipement? Ça, le mieux, c'est qu'on puisse en discuter lors des réunions territoriales ou à partir d'un échange avec vous direct. Mais voilà, c'est les deux points de vigilance qu'on peut identifier. Alors, si un projet dépasse les 2 millions d'euros, est-il jugé inéligible ou le financement se limite-t-il aux 2 millions d'euros? Alors, en tout cas, lorsque vous allez déposer votre dossier, vous ne pourrez pas mettre en avant dans le plan de financement un montant d'opération supérieur aux 2 millions d'euros. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler ensemble aussi pour écarter potentiellement une partie du projet. Supposons que votre projet fasse 3 millions d'euros et que les 3 millions d'euros correspondent à des dépenses qui seraient éligibles de type de travaux et de prestations externes, maîtrise d'œuvre, il va falloir écarter certaines dépenses pour arriver aux 2 millions d'euros. Si vous présentez un dossier avec une opération à 3 millions d'euros, il sera écarté de fait. Donc, de manière générale, même sur le plan de financement, sur les OCS ou autres, sur l'intégration aussi du taux de cofinancement FEDER dans votre plan de financement, c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler après au cas par cas ensemble, avant que vous déposiez le dépôt, pour vérifier justement que vous passiez les étapes au moins de recevabilité et par la suite d'éligibilité sur ce point-là. Donc, c'est vrai que là, on fait quelque chose d'assez général, mais suite au webinaire, on pourra bien évidemment se tenir à votre disposition pour échanger vraiment sur les projets que vous avez et que vous aimeriez déposer. Oui. Quelques autres questions. Maison de santé, tiers-lieux, pas éligible? Si, complètement éligible. On l'a peut-être pas, les tiers-lieux, je crois qu'on les avait cités. Les maisons de santé également. Si, c'est complètement des équipements qui sont, des infrastructures qui sont éligibles à cet appel à projet, qui ont bien été identifiés comme étant un des besoins pour les communes éligibles, d'une part, et aussi parce qu'il y a des projets voilà, qui sont déjà bien identifiés sur ces thématiques-là. Juste un point de précision pour les maisons de santé, il faut qu'il y ait un projet validé par l'ARS ou au moins en cours d'élaboration avec des échanges qui ont été démarrés avec l'ARS. C'est un point de précision et puis après on pourra encore une fois voir au cas par cas. Mais c'est vrai que les espaces médicaux, par exemple, qui seraient à portage communal, sans lien dans un premier temps avec l'ARS, ne seront pas éligibles. Je vois qu'il y a encore quelques questions concernant les montages collaboratifs. Alors, ce n'est pas forcément évident de vous répondre de manière globale parce qu'on sait qu'il peut y avoir des cas de figure où ça pourrait être éligible. Je vois qu'il y a une interrogation sur des maîtrises d'ouvrage déléguées ou uniques. Donc ça, le mieux, c'est qu'on puisse en discuter à partir d'un échange sur les projets en eux-mêmes. Une maîtrise d'ouvrage déléguée n'est pour nous pas un problème. Voilà, on ne l'intègre pas dans le cadre du montage collaboratif. Après, la question qui se pose, ça va être quel est le porteur de projet qui dépose le dossier. Est-ce qu'il est éligible en lui-même ou pas? Donc ça, c'est le point qu'on pourra traiter de manière plus individuelle. Concernant l'appel, oui, il est bien publié depuis le 29 septembre et non pas le 30 octobre, comme je l'indiquais tout à l'heure. Il est en ligne. Alors, si vous êtes dans les appels en cours FEDER, donc il faut bien aller sur les appels en cours FEDER 21-27 et vous avez une rubrique FEDER volet rural. Et donc, l'appel se trouve dans cette rubrique spécifique. Normalement, vous devriez y accéder assez facilement. On a fait justement, on a pris le parti d'identifier ce volet rural dans une rubrique particulière. Donc le site, c'est bien europe.maregionsud.fr.
Il y avait d'autres questions? Il y a encore d'autres questions. Je suis en train de regarder si... comment est calculé le taux de financement entre 40 et 60%? On le calcule tout simplement en définissant déjà les coûts éligibles retenus, en regardant quels sont les autres cofinancements qui ont pu être mobilisés sur l'opération. D'un côté. D'un autre côté, on prend en compte le taux d'autofinancement minimum obligatoire, qui peut varier entre 20 et 30% en fonction des thématiques. Et le résiduel, c'est le FEDER. Et donc, s'il se situe entre 40 et 60%, votre projet est éligible au FEDER. S'il se situe en dessous, il ne sera pas éligible. S'il se situe au-dessus, eh ben, on le plafonnera à 60%. Voilà, tout simplement. Après, si je ne me trompe pas, tu me confirmes. Ça va dépendre aussi du type d'opération qui remonte. Si tout, je vois après qu'il y a une main levée. Oui. Si toutes les opérations atteignent le montant plafond et nous demandent 60%, il va peut-être falloir aussi équilibrer la participation à donner. Mais globalement, je ne pense pas que ça sera le cas. Et c'est vrai que ce 60%, quand on tient compte d'un cofinancement et d'une part d'autofinancement, pour peu qu'en plus on demande quand même des projets déjà assez matures, c'est pas forcément évident de garder de la place pour 60% de FEDER aussi dans les plans de financement. Alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a une main levée, on va vous donner la parole à la personne qui a levé la main. Juste avant, préciser qu'on a plusieurs demandes pour vous transmettre le PowerPoint. Donc on l'avait dit en début de réunion, mais on le redit pour le préciser. Il sera à la fois l'enregistrement vidéo et le support seront disponibles sur le site à la page de l'appel. Donc vous y aurez accès dans les prochains jours, courant de semaine prochaine, le plus rapidement possible, on espère. Donc sur le site europe.maréchaussule.fr, donc on va le répéter souvent, ce site. Donc voilà, très très prochainement, et vous y aurez accès de manière autonome. Voilà. Donc oui, pour la personne qui avait levé la main. Oui, bonjour. C'était juste pour relancer mes questions parce que je me rends compte qu'il y a une multitude de messages. Mais je pense que vu ce que vous venez de dire sur les taux, ça fera les liens. Donc, au total, combien de FEDER est ouvert sur ce premier appel à projet? Nous avons une enveloppe dédiée à cet appel qui est de 7 millions d'euros. D'accord. Et je me demandais, donc, pour des projets qui dépasseraient du coup les 2 millions, est-ce qu'il est possible de ne présenter qu'une partie d'une opération, par exemple une partie des travaux, qui reste du coup dans les plafonds et chercher d'autres financements pour les restants de l'opération? Tout à fait. C'est tout à fait possible. Après, avoir en tête également que plus il y a de cofinanceurs, plus ça peut être compliqué à suivre. Donc, il faut quand même veiller dans la mesure du possible, à avoir des plans de financement à peu près similaires avec les autres cofinanceurs pour simplifier par la suite aussi le traitement des demandes de paiement. Mais c'est tout à fait possible, en tout cas, de nous présenter uniquement une partie des dépenses de travaux à hauteur de 2 millions. Parfait. Et dans les cas contraires, s'il y a une opération qui n'atteint pas les 300 000 euros, est-ce qu'il y a d'autres possibilités ou Là, malheureusement, non. C'est un plancher, effectivement. C'est l'idée aussi d'intervenir en complémentarité avec d'autres fonds, et notamment avec le leader, qui peut intervenir sur des thématiques similaires et sur des territoires également similaires. Donc et puis au vu des objectifs et de notre volonté de financer des opérations structurantes aussi à l'échelle du territoire, on a fixé ce plancher-là. Parfait, merci. On voit qu'il y a beaucoup d'autres questions, donc une bonne partie qui concerne la construction des plans de financement, les dépenses éligibles. Je pense qu'on a répondu à la plupart. Après, il y a des questions qui sont propres à certains projets. Mais j'en vois une, là, je vais y répondre. Les coûts d'acquisition ne sont pas éligibles. De bâtiments ne sont pas éligibles dans ce premier appel, en tout cas. Donc, ça permet de répondre à cette question-là. Dans tous les cas de figure, toutes les questions qui sont posées là, s'il y en a certaines auxquelles on n'a pas répondu pour l'instant, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard en fin de réunion si elles sont toujours d'actualité. On va aussi s'en servir, nous, pour construire les réunions territoriales qu'on va vous présenter juste après.
de façon à pouvoir voilà, donner des éléments de contenu qui puissent répondre au mieux possible à vos attentes d'ores et déjà. Et puis, et après, voilà, c'est vrai qu'il y a des questions très… la question des parkings, c'est un vrai sujet. Un parking en soi n'est pas éligible. Clairement, on ne financera pas une création ou une réhabilitation de parking. Un aménagement d'espace public complet qui intègre éventuellement un parking qui est un petit élément voilà, de ce projet global pourra être pris en compte dans sa totalité, y compris le parking. Mais ça, il y a des réponses qu'on ne peut pas faire de manière complètement brute. Il faut qu'on puisse avoir des éléments de contenu, en fait, des dossiers pour pouvoir nous positionner de manière un peu plus précise. Et pour l'ensemble des projets, en lien justement avec les critères d'éco-conditionnalité qui ont été présentés, c'est vrai qu'on aura une vigilance particulière sur l'ambition aussi environnementale des projets. Donc, même s'il y avait une partie parking qui était intégrée, nous veillerons à ce qu'il soit aussi désimperméabilisé, végétalisé. Donc, c'est quelque chose que l'on travaille ensemble. C'est vrai qu'une fiche projet qui remonterait avec l'intitulé parking, a priori, ça sera inéligible si c'est juste un projet de parking. Maintenant, si c'est un espace extérieur d'équipement ou d'aménagement public, c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble. La question, et après je vous propose qu'on passe à la suite. Il y a une question qui porte sur la présentation d'un bouquet de projets qui permettrait d'obtenir le minimum de l'enveloppe. Ça c'est pareil, on ne peut pas y répondre a priori. Si c'est un bouquet qui est cohérent, homogène, pourquoi pas. Si c'est des opérations qui sont déconnectées les unes des autres, en temporalité, en objectif, en localisation, on ira sans doute pas. Voilà. Mais ça, c'est difficile de pouvoir vous répondre de manière complètement déconnectée de vos projets. Il y a des questions qui portent aussi sur des sujets qu'on va aborder juste après, sur le nombre maxi de présentation de projets par collectivité. Donc ça, voilà. Ce que je vous propose, c'est que on continue et puis la Si présentation. vous permettez. Oui, pardon. Oui. Vous avez indiqué que les projets devaient être en centre-ville ou centre-village. Est-ce que ça se traduit par quel zonage par rapport à un PLU? Est-ce que UA, UB, UE Alors, pour la localisation en centre-ville, c'est uniquement les actions de la mesure 1, donc les opérations de requalification et création d'espaces publics et la réhabilitation et la construction de locaux commerciaux. Donc, par exemple, pour un équipement, vous n'êtes pas concerné par cette obligation. Et après, pour chaque commune, nous avons des zonages précis qui sont définis, qui correspondent globalement aux zonages UA et UB. et UE, équipement public? UE, c'est équipement public? A priori, non. Mais je vous conseille de directement regarder la carte, car c'est vrai que c'est un travail il y a 61 communes, donc je ne connais pas exactement. Je sais que globalement, c'est UA-UB. Dans certaines communes, il y a eu un ajustement qui a été fait. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille de vérifier directement sur la carte de votre commune. D'accord. Entendu. Merci. Avec plaisir. On va passer à la suite de la présentation. Je vois qu'il y a une question qui porte sur le nombre d'AAP prévus sur la durée de la programmation. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas complètement figé, mais le principe de départ sur lequel on est parti, c'était d'avoir un appel tous les 2 ans. Avec 2 dates de dépôt. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne pour ce premier appel, 2 dates de dépôt. Vous aurez on va tout indiquer. Tout dépendra, ce rythme prévisionnel pourra être ajusté en fonction du succès, enfin du succès en tout cas du nombre de déposants, du nombre de dossiers présentés dans le cadre de ce premier appel. C'est vrai que s'il y a déjà un nombre massif de projets, peut-être que ce sera revu. À l'inverse, s'il y a très peu de dossiers, on réouvrira peut-être plus vite. En tout cas, pour l'instant, l'idée, ce serait
ce serait donc cet appel qui s'ouvre, qui est ouvert depuis une semaine avec de date de dépôt, et ce serait plutôt d'avoir le prochain appel dans la perspective début 2024. Voilà, mais on ne peut pas, pour l'instant, nous, en tant que techniciens, vous le garantir et le certifier à 100%. En tout cas, c'est la base de travail sur laquelle on est à ce jour. On va se faire un petit échange d'ordinateur. Voilà, ne soyez pas étonnés par cette manipulation. Voilà, donc sur des éléments un peu moins liés à l'appel en lui-même, et plus sur des points en termes de pratique, de modalités d'accompagnement qu'on va mettre en place. Donc l'appel, on le disait, donc, est publié sur le site. On a précisé la rubrique donc FEDER volet rural pour pouvoir accéder aux pièces de cet appel. Donc il est en ligne depuis vendredi dernier. Nous avons prévu donc ce webinaire qui est comme on le disait, une présentation très générale de façon à ce que vous ayez accès aux principaux éléments de contenu de l'appel ce jour. Et nous avons prévu donc 5 réunions territoriales. Donc vous avez les lieux d'organisation, enfin les communes d'organisation en tout cas, et les dates et horaires sous les yeux. Donc on commencera par Forcalquier avec une réunion programmée le mardi 18 octobre de 9h30 à 11h30. Ensuite, ce sera le 20 octobre à Château-Renard de 10h à 12h. Chorges le 21 octobre de 14h à 16h. Ça, c'est avant les vacances dites de la Toussaint. Et ensuite, nous irons à Nice le 8 novembre de 10h à 12h. Et au Luc, le 9 novembre matin, de 9h45 à 11h45. Donc, ces réunions, donc les communes et les EPCI concernés par l'appel, donc éligibles à l'appel, ont été normalement destinataires d'un mail d'information hier. Donc, on a ciblé les communes et les EPCI par rapport à nos capacités aussi en termes de connaissances de relais territoriaux. Bien entendu, tous les bénéficiaires potentiels sont concernés par ces réunions. Donc, vous pouvez y participer. Ce sera sur inscription. Donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous contacter en amont pour qu'on vous donne le lien d'inscription ainsi que le lieu précis d'organisation de la réunion. Nos coordonnées, surtout celles de Marie-Astrid d'ailleurs, seront présentées en fin de présentation. Donc, ce sont des réunions à vocation technique. L'idée, c'est vraiment de vous présenter les éléments attendus pour le dépôt d'un dossier FEDER rural, échanger le cas échéant sur des points de précision par rapport à vos projets respectifs. Donc, c'est pour ça qu'on va limiter, si possible, le nombre de participants à 2 personnes par bénéficiaire pour avoir des formats de réunion qui permettent un minimum d'interactivité. C'est aussi pour ça qu'on en fait 5 répartis sur différents secteurs de la région pour vous permettre, en fonction de vos disponibilités et de la localisation, de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc ça, c'est vraiment important, cette dimension technique et le fait que il faudrait que ça va fonctionner sur inscription pour qu'on puisse donc limiter, si on voit qu'il y a trop de monde, de trouver une solution en termes d'organisation. Et si on voit qu'il y a vraiment peu de monde, évitez de nous déplacer pour rien. On pourra transformer dans ce cas-là ces réunions avec les acteurs qui nous avaient confirmé leur présence en rendez-vous bilatéral ou atelier thématique. Ensuite, les temps d'échange, on pourra aussi avoir des temps d'échange en bilatéral avec vous. Ça se fera donc en fonction de vos besoins, de nos possibilités d'accompagnement, et ça se fera uniquement après transmission d'une fiche projet par opération. Donc cette fiche projet, elle est disponible dans le dossier de l'appel à projet. Sur le site europe.marie-jean-sud.fr, donc à la rubrique appel à projet, vous pourrez trouver des outils qui peuvent vous aider, en parallèle des réunions qu'on va mettre en place, qui peuvent vous aider à préparer votre dossier de demande de subvention. Donc, en termes de documents, vous avez le guide du candidat 2021-2027 qui permet de balayer l'ensemble des points d'attention, de vigilance
préalable au dépôt, au suivi, à la gestion d'un dossier de financement FEDER-FSE. Vous avez aussi la notice d'utilisation de l'outil e-Synergie, donc la plateforme e-Synergie qui est l'outil sur lequel devra être déposée votre demande de subvention. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir, mais vous avez le lien de toute façon de ce portail qui est disponible dans les documents qui sont joints à l'appel. Donc voilà, le dépôt c'est de manière dématérialisée. Et vous avez aussi des tutoriels qui visent à vous aider à remplir un certain nombre de pièces qui sont nécessaires pour le dépôt. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais il y a un tutoriel qui vous permet de renseigner la grille info porteur lorsque vous êtes concerné par des marchés publics, ce qui sera le cas très souvent au vu voilà, des bénéficiaires éligibles de cet appel. Un tuto pour vous aider aussi, pour vous présenter et vous donner des pistes pour renseigner correctement le plan de financement rattaché à nos appels. Ainsi qu'un tuto qui vous permet de présenter, d'avoir connaissance de la grille des pièces jointes. Ce sont des documents sur lesquels on reviendra dans le cadre des réunions territoriales de manière plus précise. Et donc l'ensemble de ces documents, vous pouvez donc y accéder, comme j'indiquais, à la rubrique les appels en cours programmation 2021-2027. Et là, vous avez consulté le guide du candidat et les autres outils qui vous permettent d'accéder au tuto que je viens de vous indiquer. Voilà. On essaye d'apporter un maximum d'outils, de mettre en place un maximum d'outils afin que vous puissiez être autonome et pouvoir avancer à votre rythme aussi par rapport à la constitution de vos dossiers de demande. Alors, la procédure de candidature. Il y avait quelques questions dans le fil de discussion là-dessus. Donc déjà, je reviens sur la fiche projet, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que nous, c'est un document qui est indispensable pour nous permettre, si vous souhaitez avoir un avis de notre part ou un échange avec nous sur votre dossier. Donc c'est un document qui est indispensable à nous transmettre pour qu'on puisse être efficace dans le travail entre vous et nous. Donc, il y aura un seul dossier qui pourra être déposé par porteur de projet dans le cadre de cet appel. Ça ne veut pas dire un dossier par commune éligible, parce que vous pouvez avoir une commune qui serait concernée par un dossier porté par la commune en elle-même, éventuellement par le PCI, voilà, pour prendre que ces deux exemples-là. Ce n'est pas gênant, voilà. Mais c'est un seul dossier par porteur pour ce premier appel. Donc ça, c'est aussi dans l'objectif de permettre d'avoir une programmation progressive de la maquette de ce nouveau volet rural. D'une part, on ne maîtrise pas complètement la dynamique de programmation, les projets que vous allez nous présenter, et d'autre part, on ne voudrait pas non plus que la maquette soit consommée totalement en tout début de programmation, par des communes qui seraient très avancées et qui ne permettraient pas de soutenir des communes dont les projets sont moins mûrs et qui se positionneraient plutôt sur un dépôt en 2024 ou en 2025, par exemple. Comme je l'indiquais, les dossiers de demande sont à déposer sur le portail e-Synergie, donc vous aurez à la fois le lien accessible par notre présentation, mais aussi accessible dans les documents de l'appel à projet. Et donc, 2 dates de dépôt sont programmées. Donc, la première date au 15 décembre et la deuxième et dernière date pour cet appel au 15 mars 2023. Ces 2 dates, ce qu'on souhaite nous, ce qu'on privilégie, c'est ce qui était, je crois, évoqué tout à l'heure par Marie-Astrid. Donc, ce sont des projets avec une maturité déjà avancée. Donc, d'ores et déjà, il y a des dates de dépôt. Donc, ce n'est pas la peine de vous précipiter au 15 décembre si l'ensemble des éléments que vous souhaitez présenter ne sont pas suffisamment stabilisés pour avoir une lecture fine de l'éligibilité de votre opération, par exemple. Et ensuite, de manière plus générale, c'est vrai que nous, dans le cadre du travail d'évaluation de vos projets, la question de la maturité et de la
comment dire, de la qualité en termes de visibilité du calendrier de mise en œuvre de contenu, bien entendu, et du calendrier de mise en œuvre de l'opération sont des éléments importants. Alors, lorsque le dossier, vous aurez, si vous êtes donc, vous allez au bout de la démarche et que vous déposez le dossier de demande, un dossier de demande, sachez qu'il y a une première étape, donc, qui est une étape de recevabilité de votre dossier. Concrètement, la recevabilité signifie que votre dossier sera analysé d'un point de vue purement formel, et s'il est recevable, il pourrait être instruit, pour être une instruction. S'il n'est pas recevable, de fait, tout s'arrêtera à ce moment-là. Donc, on a défini un nombre minimum de pièces qui sont obligatoires pour la phase de recevabilité. Il y a le dossier de demande comporte voilà, un nombre de demandes de documents ou de précisions qui sont plus importantes que ça, mais qui ne porteront pas atteinte à l'analyse de la recevabilité de votre opération, mais qui seront quand même attendues, voilà, si possible dès le dépôt, parce que ça aide au travail et au fait à la fluidité des échanges avec vous, sinon lors de la phase d'instruction. Donc concrètement, pour être recevable, un dossier, comme vous pouvez le voir, donc, doit avoir été daté et signé par une personne habilitée à le faire, doit avoir été transmis dans les délais mentionnés, donc les 2 dates de dépôt indiquées précédemment, respecter les montants planchers et plafonds indiqués dans l'appel. Donc c'est vrai que ça c'est important que vous ayez ça en tête et que si vous avez des doutes, contactez-nous en amont pour qu'on puisse en discuter avec vous, pour éviter un dépôt qui serait rejeté d'office. Donc je rappelle les montants planchers plafonds, 300 000 d'un côté et 2 millions de l'autre, calculés à partir des dépenses d'investissement et de prestations externes. Et donc il doit comporter un certain nombre de documents. Le dossier de demande de subvention, c'est la base. L'attestation sur l'honneur, c'est le dossier qui est signé par la personne habilitée. La déclaration du candidat, donc la déclaration relative à la Charte européenne des droits fondamentaux. Donc ça, c'est une nouveauté 2021-2027. C'est à la fois une contrainte de la Commission européenne, mais c'est aussi, au-delà de la contrainte, c'est l'attestation du porteur de projet à respecter les droits fondamentaux au sein de l'Union européenne qui comportent plusieurs dimensions, hein, liberté de pensée, liberté d'éducation, solidarité. Donc c'est vraiment rattaché à des droits fondamentaux liés à chacun des habitants de l'Union européenne. Donc, logiquement, il n'y a pas de souci, mais formellement, il faut qu'elle soit présente. Le document attestant la capacité du représentant légal à engager la structure. Si c'est le maire, ben c'est le PV, le PV du conseil municipal, hein, de désignation d'élection du maire. Si c'est quelqu'un qui a délégation de signature, en plus, il faudra la délégation de signature. Et pour finir, donc 4 documents dits techniques, hein, donc les annexes au dossier de demande qui sont d'une part le plan de financement, d'autre part une annexe relative à la description détaillée de votre projet, une annexe relative aux principes horizontaux, donc qui sont d'une part le développement durable, la lutte contre la discrimination et l'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est des éléments de positionnement de votre structure et ou de votre projet sur ces 3 sujets-là. Et la nouveauté 2021-2027, donc l'annexe dont vous parlez tout à l'heure, Marie-Astrid, relative à l'incidence environnementale qui a une importance forte dans la mesure où elle peut déboucher sur une inéligibilité potentielle de votre opération si vous ne respectez pas un minimum des critères attendus. Ça, c'est pareil, cette annexe. Ces documents sont dans le dossier de l'appel à projet et ce sont des documents sur lesquels on reviendra plus précisément dans le cadre des réunions territoriales. Et la seconde étape, ce sera la vie du dossier. En termes de vie du dossier, pardon, donc ce sera le travail d'instruction et de sélection. Donc nous, service instructeur, évaluons la conformité de votre demande à l'ensemble des critères d'éligibilité de l'appel, aux critères de sélection également, qui va déboucher sur une note de votre projet. La note peut être éliminatoire. Si elle n'est pas éliminatoire, ça débouche sur un avis favorable de l'instructeur et votre dossier est présenté en comité régional de programmation. Donc ce comité régional, j'en profite pour répondre
à une des questions qui était dans le fil de discussion tout à l'heure, le comité régional de programmation est une instance qui concerne l'ensemble du programme 2021-2027, aussi bien FEDER, FSE plus FTJ. Et donc, il est constitué d'un partenariat très large, dont font notamment partie les conseils départementaux, pour répondre à la question de direct. Et donc, on n'a pas, voilà, on n'a pas la main, ce comité régional de programmation, et il concerne l'ensemble de la programmation. Il donne un avis lui aussi, et ensuite, il y a une validation. Il y a une décision qui est prise par le président de région sur la base de l'avis de ce comité de programmation et qui débouche sur un conventionnement ou sur la confirmation de l'inéligibilité de votre opération. Notre objectif, là c'est pareil, ça permet de répondre à une des questions, notre objectif c'est de programmer les premiers dossiers au cours du deuxième trimestre 2023. Je précise bien les premiers dossiers parce que pour l'instant nous n'avons pas de visibilité sur le nombre total de dossiers qui sera déposé. Nous n'avons pas une capacité d'instruction énormissime. Et donc, voilà, tout dépendra, le déroulement de la programmation des dossiers dépendra dans un premier temps du nombre de dossiers qu'on aura à instruire. Donc, notre objectif, c'est de programmer les premiers voilà, avant fin juin 2023. Ça, ce sera un outil qu'on tiendra. Vous dire combien, ça, on ne peut pas, pour l'instant, vous garantir que tous les dossiers, ni que de votre dossier pourra être programmé dès le deuxième trimestre 2023. Voilà. Alors, oui, et pour finir, on voulait aussi vous présenter, et avant de vous laisser la parole par rapport à ces sujets et éventuellement pour revenir sur des sujets précédents, on voulait aussi vous présenter les autres appels à projets qui sont ouverts dans le cadre de l'objectif stratégique numéro 5, donc celui qui est porté par notre service. Donc, spécifiquement sur le massif alpin, il y a un appel qui est en cours concernant le soutien à un tourisme diversifié et durable. Il a été publié au mois de mai et il y a une première date de dépôt qui était au mois de juillet. Il y a une deuxième date de dépôt et de clôture de cet appel qui est programmée au 15 décembre 2022. Vous avez le nom des référentes de cet appel sous les yeux. Un autre appel qui a été publié en juillet concernant la protection de la biodiversité avec une projection en termes de dépôt qui est beaucoup plus longue. Voilà, c'est un choix qui a été fait par le partenariat spécifique sur cette thématique. La référente est Karine Caudron. Et pour finir sur le massif, un appel concernant la prévention et la gestion des risques naturels qui va être publié très prochainement. Voilà, on attend la validation finale de cet appel. Je pense qu'il pourra être publié courant de semaine prochaine sans trop m'avancer, mais on attend le retour final. Et avec 2 dates de dépôt, au 15 décembre et au 13 avril, et la référente au sein du service, donc c'est Catherine Bouton. Et il y aura aussi sur le volet massif un appel concernant la thématique de la mobilité, mais qui va être ouvert un peu plus tard, sans doute courant mars-avril 2023. Et sur le volet urbain donc, est fléché, je veux dire, non pas en opposition, mais à l'inverse du volet rural, il est fléché exclusivement sur les 3 métropoles régionales et sur la côté de l'agglomération du Grand Avignon. Donc ce volet urbain, il est mis en œuvre en partenariat avec ces 4 institutions, dans le cadre d'un partenariat donc, qui existe depuis maintenant plusieurs années. Et il y aura un appel donc, ciblant principalement les quartiers politiques de la ville, ces appels devraient être lancés à partir du mois de décembre 2022 et début d'année 2023. La référente au sein de notre service est Fanny Bouvier. Alors, avant qu'on vous donne nos coordonnées, les possibilités de nous contacter par mail et autres, nous pouvons éventuellement répondre à quelques-unes de vos questions. Il y en a peut-être déjà quelques-unes dans le cadre des fils de discussion. Oui, alors je reprends déjà les questions qui nous avaient peut-être échappé. Donc, en termes de type d'action, la réhabilitation des logements n'est pas éligible dans le cadre de ce premier appel à projet.
C'est une thématique que nous avions identifiée comme essentielle également pour les communes rurales. Donc, nous verrons pour un prochain appel, mais dans le cadre de cet appel à projet, ce n'est pas éligible. En revanche, la deuxième partie de la question qui parlait de la réhabilitation des commerces et des lieux culturels, a priori, donc oui, c'est éligible. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre les dossiers. Pour compléter sur les coûts d'acquisition de terrain, on avait dit donc que c'était inéligible. C'est la même chose pour les locaux commerciaux. Tout ce qui est acquisition, ça ne fait pas partie des dépenses qui sont éligibles au réel. Donc ça, c'est bon. Il y avait une question également sur la possibilité de répondre à ces appels et aux suivants. Donc cet appel, les 2 dates de dépôt concernent bien le même appel. Donc si vous déposez un dossier à la première date de dépôt, vous ne pourrez pas en déposer un autre à la deuxième date de dépôt, pour être clair. Mais après, par ailleurs, cette limite d'un dossier par porteur, c'est vraiment propre à cet appel à projet. Et vous pouvez tout à fait présenter un prochain dossier lors du 2e, 3e, 4e appel à projet. Il y avait une demande de clarification concernant les contrats NTA. Donc nos territoires d'abord. Donc si le contrat est en cours de contractualisation, et donc on n'a aucun justificatif qui pourrait prouver que l'opération va être programmée dans le cadre de ce contrat, on va au moment du dépôt considérer que l'opération est hors contrat, même si elle peut l'être dans le futur. C'est vraiment qu'il nous manquera des justificatifs. Donc si c'est une opération qui est portée par une commune, nous allons solliciter le PCI pour un avis favorable, c'est le service qui s'en charge, et on a essayé de simplifier la démarche. L'idée, c'est juste d'informer le PCI que la commune a déposé un dossier et sollicite l'aide du FEDER. Et si nous ne recevons pas d'avis défavorable, nous considérons de fait que vous avez un avis favorable de l'EPCI. Donc c'est une démarche qui, normalement, n'est pas contraignante. C'est juste pour nous assurer l'aval de l'EPCI sur ce projet. Et pour les projets à portage d'un EPCI ou d'un syndicat mixte, là, ce sera la note justificative qu'il faudra nous retourner, qui est dans l'appel à projet. Cette note, vous trouverez cette pièce dans le dossier de l'appel. Il y avait une question concernant la transformation d'une cuisine de réchauffe en cuisine sur place. Alors, je sais qu'on a eu des sollicitations, nous, pour des cuisines centrales. Ce n'est pas un type d'opération qui sera éligible, malheureusement, dans le cadre de cet appel. Et il y avait une question pour revenir sur les critères d'éco-conditionnalité, peut-être revenir à la slide si jamais on est passé trop vite, sachant qu'encore une fois, c'est quelque chose que nous allons voir plus en détail lors des réunions territoriales. Donc c'est vrai qu'on ne voulait pas rentrer dans... si on rentrait dans toutes les pièces aujourd'hui, ça prendrait peut-être plutôt 4 heures. Mais l'idée, c'était vraiment de vous expliquer donc, que cette grille se présente sous forme de tableau. Vous avez 2 tableaux, un tableau 1 qui va concerner les opérations vraiment d'espace public, d'aménagement, de requalification d'espace public, où là, vous allez vous positionner, une liste de critères sont listés, et vous cocherez tout simplement les critères que vous estimez qui vont correspondre à l'opération que vous nous présentez. Donc, s'il y a un nombre, donc, vous devez respecter à minima 4 critères sur le tableau 1. Donc là, nous vérifions. Si vous êtes au-dessus, tant mieux. Si vous êtes en dessous, c'est une note qui est éliminatoire. C'est des critères assez variés et le nombre varie, donc entre 8 et 10, je crois, par tableau. Je ne vais pas dire de bêtises. On a essayé quand même de garder quelque chose d'ambitieux, mais aussi d'accessible. Donc, c'est vrai que c'est une nouveauté également. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et pour le tableau 2, qui concerne les opérations de construction, de rénovation et de réhabilitation de bâtiments, donc ça concerne plutôt tout ce qui est équipement de service au public et les locaux commerciaux qui peuvent être réhabilités ou construits. Là, c'est le tableau 2, avec pour un bâtiment seul, au moins 4 critères à remplir. Et pour un bâtiment qui intégrerait également des espaces extérieurs, au moins 6 critères à remplir. Donc, tout cela fait référence à l'annexe 4 que vous trouverez dans l'appel à projet. N'hésitez pas à revenir vers moi si ce n'est pas clair et puis à venir aussi aux réunions territoriales. On aura l'occasion de vous les présenter un petit peu plus longuement. Et n'hésitez pas si je n'ai pas répondu à la question sur les critères d'éco-conditionnalité. Alors, il y a une question sur les frais de personnel et sur la maîtrise d'œuvre en régie et la maîtrise d'ouvrage en régie. Donc, c'est 2 choses différentes. La maîtrise d'ouvrage en régie fait partie des dépenses inéligibles. La maîtrise d'œuvre
sera pas présenté au réel, mais effectivement pourra être valorisé dans le cadre de l'OCS frais de personnel. C'est ça. Et voilà, je pense que ça. Et les travaux en régie ne seront pas éligibles. Vous avez dans la trame de l'appel à projet une liste de dépenses qui sont également inéligibles, si vous voulez revenir là-dessus. Alors, je continue sur les questions. Ah oui, sur les prochains appels, donc nous n'avons pas du tout encore commencé à nous projeter sur la rédaction du prochain appel. Donc effectivement, on ne peut pas garantir qu'on aura les mêmes thématiques et les mêmes critères d'éligibilité. Donc c'est quelque chose que nous allons construire et c'est intéressant pour nous aussi de voir les remontées de besoins en fait, des territoires. Donc en fonction des besoins que vous avez aussi, ça nous permettra éventuellement de cibler les priorités des territoires. Donc, en tout cas, à ce stade, nous n'avons pas d'informations sur les prochains appels. Je me permets juste de compléter sur ce point-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments présentés dans le cadre de cet appel couvrent de manière assez large le programme tel qu'il a été, enfin les éléments du volet rural validés par la commission ou en cours de validation par la commission sur le programme. Donc on est vraiment là potentiellement sur le champ le plus large, sauf à amener une modification du programme 2021-2027. Et donc, on pourra peut-être avoir des appels adaptés ou ciblant des thématiques particulières en fonction des remontées de besoins. Enfin, globalement, quand même, on ne peut pas vous garantir précisément chacun des critères, mais dans l'esprit, ce qui vous est présenté là correspond à au plus large de ce qui est ouvert dans le cadre du programme. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est un point que j'avais oublié de vous présenter en début de réunion dans la partie contexte. Formellement, pour l'instant, notre programme n'est pas encore validé. Il est en cours de discussion avec la commission. On a bon espoir qu'il soit validé avant la fin de l'année, peut-être même dès le mois de novembre, si tout va bien. Ça n'empêche pas que cet appel est ouvert, que d'autres ont été ouverts précédemment. Mais voilà, sachez que voilà, formellement, on anticipe un certain nombre, on lance un certain nombre d'appels en anticipation de la validation pour éviter de prendre trop de retard dans la programmation, surtout sur des thématiques pour lesquelles on sait qu'il y a des attentes, des besoins et pas de sujet de discussion sur le fond avec la commission. Alors, je poursuis sur les questions avant de prendre des questions en direct également. Et n'hésitez pas à compléter vos questions si jamais les réponses faites sont incomplètes. Existe-t-il un outil Canva d'évaluation disponible pour tous qui permette de savoir si un projet rentre bien dans l'appel à projet? Alors, au vu de la complexité, de la multitude de critères, ce que je peux vous conseiller justement, c'est de remplir la fiche projet FEDER qui est vraiment dédiée à ce volet rural, qui nous permet après de servir de base de discussion pour vraiment voir les différents points, que ce soit en termes d'éligibilité géographique, thématique, du plan de financement. Donc, en général, comme expliqué auparavant par Gwenaël, tout se passe par un lien en amont avec le service et donc essentiellement avec moi, à partir notamment de la fiche projet pour voir si votre opération semble être éligible ou non. Une autre question sur la réhabilitation des lieux de culte. Alors les lieux de culte et les lieux, les réhabilitations de patrimoine ne sont pas éligibles dans le cadre de ce premier appel à projet. Il y a une question sur la compétition entre les dossiers déposés à la première date de dépôt et à la deuxième date de dépôt. Alors, c'est plus complexe que ça. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Sur la recevabilité, ça peut aller assez rapidement. Après, en phase d'instruction, selon la complexité du dossier, si toutes les pièces sont fournies, les justificatifs qui peuvent être demandés, un dossier complet transmis au deuxième dépôt peut être instruit beaucoup plus rapidement qu'un dossier incomplet transmis à la première date. Donc, les délais d'instruction peuvent varier vraiment d'un projet à l'autre, aussi par peut-être un plan de financement complexe avec plusieurs cofinanceurs. Donc, concrètement, je vous répondrai que l'un et l'autre, les dossiers qui seront déposés en première date et en deuxième date ne vont pas rentrer directement en compétition. Et d'autant plus que l'enveloppe de 7 millions d'euros dont on vous a parlé tout à l'heure est une enveloppe indicative. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des projets de qualité, en tout cas qui sont de qualité dans le sens où ils correspondent aux critères d'éligibilité d'une part et à nos critères de sélection d'autre part,
pourront être programmées, même si l'enveloppe globale dépassera les 7 millions d'euros. Donc, c'est vrai que pour nous, le terme compétition n'est pas notre mode de fonctionnement. Il est vrai que malgré tout, que si on a un nombre énorme de dossiers qui nous est présenté, ça pourra amener à devoir travailler différemment. Et là, ce seront la qualité des projets, la note qui sera attribuée à chacun des projets qui fera foi. Et pour vous parler franchement, enfin en tout cas assez directement, en termes d'instruction, donc il y a bien entendu le dépôt entre la première date et la deuxième date. Il y a ce qu'évoquait Marie-Astrid sur dossier complet, pas complet, donc quand est-ce qu'on peut réellement démarrer le travail de fond, d'une part, mais on a aussi des outils de gestion qui nous sont propres. On parlait de maturité, de calendrier, les opérations qui ont déjà démarré, dont le calendrier est très clair avec une forme d'engagement précis sur une réalisation rapide, seront sans doute certainement instruites en premier, et c'est pas forcément une question de calendrier de dépôt. Voilà. Pour nous, l'appel est un appel. Voilà. Les deux dates doivent vous servir plutôt à démarrer le travail d'instruction en début d'année pour les premiers dossiers déposés, et puis vous, à pouvoir vous positionner sur l'une ou l'autre des dates en fonction de votre capacité à répondre dans les temps. Alors, j'avais deux autres questions sur la signalétique. Est-ce que ça peut rentrer comme dans la catégorie mobilier urbain pour l'achat d'équipements? Tout dépend ce que vous entendez par signalétique. Voilà, c'est vrai que, et puis de ce qu'on finance dans un projet, par exemple, d'aménagement public, si on va sur de l'aménagement piéton et qu'il y a une signalétique, enfin, ça va vraiment dépendre du projet et de la signalétique. Donc, je me rends compte que dans beaucoup de réponses, on répond ça. Mais c'est vrai que c'est du cas par cas pour vraiment rentrer dans les critères et faire en sorte que tout soit bien éligible. Mais c'est vrai que sur le mobilier urbain, on était davantage sur aussi des bancs, des tables, des luminaires, voilà. Voilà. Mais en tout cas, ça vaut le coup de discuter en amont pour l'intégrer ou non dans le plan de financement. Une autre question sur le bâtiment, peut-il avoir une destination mixte? Alors j'avoue qu'il me faudrait peut-être plus d'informations. Si la personne qui a posé cette question peut expliquer. Logement et commerce. Alors, on pourrait intervenir sur la partie commerce uniquement, pas sur la partie logement. Si on arrive à dissocier correctement les dépenses rattachées à l'un ou à l'autre, ça c'est un travail qui sera à faire avec vous. Mais oui, on peut intervenir sur la partie commerce. Dans la mesure où on arrive à établir un plan de financement fléché qui soit facilement mis en œuvre par vous d'une part et qui puisse être suivi de manière précise pour éviter tous les problèmes en phase de certification dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut le préciser au cas où certains ne le savent pas, mais les fonds européens fonctionnent exclusivement sous forme de remboursement des dépenses déjà engagées, acquittées même. Donc, ce qui veut dire qu'il faut justifier au réel, enfin, il faut justifier concrètement les dépenses pour pouvoir bénéficier de la subvention FEDER. Avec la limite, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, il faudra peut-être qu'on le rajoute, il y aura la possibilité d'avoir une avance. Donc ça, c'est une pierre dans notre jardin sur la présentation des informations qui peuvent vous intéresser. On aura la possibilité de vous verser une avance jusqu'à un montant maximum de 20% du FEDER programmé pour vous permettre d'amorcer, on va dire, la trésorerie de l'opération. Ouais. Donc, il y a des précisions, encore une fois, sur les destinations mixtes, les locaux médicaux, commerce alimentaire, laboratoire médical. Alors, l'idée vraiment de travailler sur les locaux commerciaux, c'est de répondre à l'objectif de revitalisation des centres anciens. Donc, l'idée pour nous, ça va être vraiment, dans ce périmètre-là, de financer la partie travaux des locaux commerciaux. Après, l'idée, c'est après, selon les projets qu'il y aurait, c'est en fonction des besoins aussi de la commune. Et on ne va pas intervenir sur le projet qui
tu me dis hein, si je me trompe, mais on n'aura pas forcément toujours de vision sur l'activité qu'il y aura par la suite. En revanche, on est vraiment sur une revitalisation et une attractivité résidentielle en termes d'objectifs. Donc, il faudrait quelque chose qui puisse être pérenne et fonctionner plusieurs mois dans l'année notamment. Donc, c'est quelque chose aussi que nous allons évaluer sur le volet qualité du projet. Et locaux de services publics à la population, si c'est vraiment des bureaux administratifs, ce n'est pas éligible. Mais s'il y a réhabilitation d'un bâti ou présence de médiathèque, sur le volet médiathèque, bien sûr, nous pourrions intervenir. Alors, je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions sur le fil de discussion. Je vous propose de lever la main et de prendre plus spontanément la parole si vous avez d'autres points à éclaircir, même ceux qu'on aurait déjà traités. Si ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas. Je ne vois pas de main levée. Alors, en attendant qu'éventuellement quelqu'un souhaite lever la main et prendre la parole, donc vous avez sous les yeux donc, l'adresse mail générique du service que vous pouvez utiliser pour nous contacter. Vous avez l'adresse mail plus spécifique donc, de Marie-Astrid Register qui est, comme c'est indiqué, la chargée de mission dédiée sur ce volet. Et vous avez également les coordonnées de nos collègues qui sont en charge du suivi du système d'information et des outils informatiques donc, qui permettent le suivi le dépôt des dossiers dans un premier temps et ensuite le suivi des dossiers de financement. Donc c'est lorsque vous serez en phase concrète de dépôt, donc vous pouvez, en cas de problème technique, même si nous avons une notice d'aide à la saisie Synergie qui est inclus dans le dossier de l'appel, vous pouvez contacter Monsieur Gaberan, dont vous avez les coordonnées, et s'il n'est pas disponible ou pas présent pour X ou Y raison et que vous avez une demande un peu urgente, vous pouvez tenter votre chance auprès de Monsieur Savarez, qui n'est pas directement fléché sur ces questions-là, en tout cas pas pour les fonds FEDER, mais qui peut, en cas de besoin, vous dépanner également. Voilà. Donc ça, c'est vraiment normalement les personnes qui sont les plus nécessaires dans votre parcours préalable au dépôt du dossier de demande de financement. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Y a-t-il une date de démarrage? Oups, moi, le fil avance puisqu'il y a de plus en plus de questions. Y a-t-il une date de démarrage maxi des travaux financés si dossier retenu? Alors, nous, dans l'idéal, ce que nous avions retenu, c'est que les opérations seront privilégiées si elles ont une durée, totale inférieure à 36 mois et si le démarrage des travaux est réalisé avant fin 2023. Donc ça, c'est quelque chose que l'on souhaite, puisqu'après, on arrive en 2024, où là, nous aurons le deuxième appel à projet aussi qui va être lancé. Donc après, encore une fois, c'est quelque chose que nous pouvons discuter ensemble en fonction des projets, des conditions. Ça peut être aussi lié à tout un tas de choses. Je pense à des questions, par exemple, environnementales, où il y a des périodes de travaux ou autres. Donc c'est quelque chose à travailler ensemble. Mais c'est vrai que nous nous sommes fixés cette date de démarrage au plus tard, fin 2023, dans l'idéal. Il y a une question sur l'éligibilité d'une passerelle pour cheminement doux reliant deux centres anciens. Alors, les projets seuls, de mobilité seuls, sans aménagement d'espace public autres, ne sont pas éligibles à cet appel à projet. Pour un dossier, donc on revient sur la question du démarrage, pour un dossier déposé en mars 2023, si les travaux n'ont pas encore démarré, encore une fois, aucun souci de notre côté, tant que ça ne tarde pas trop en fait. Projet, excusez-moi, je descends. Un projet à l'intérieur d'un périmètre ORT qui n'est pas encore arrêté est-il éligible? Alors, je vous conseille avant tout de vérifier si le projet est éligible dans le périmètre que nous avons défini de notre côté, car souvent, ce sont les mêmes périmètres que les périmètres ORT, donc ça vous permet au moins de ne pas aller plus loin et de juste justifier la localisation de votre opération dans le périmètre que nous avons défini. Si nous n'avons pas de justificatif de convention ORT avec le périmètre, ça va être compliqué de le rendre éligible.
Et encore une fois, cet impératif de centre-ville, c'est uniquement pour les espaces, l'aménagement, la réhabilitation d'espaces publics et les commerces. Les équipements ne sont pas concernés. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des retours divers et variés? Même peut-être plus sur les réunions territoriales aussi, n'hésitez pas. Nous sommes pile poil en timing prévu initialement. On peut déborder de quelques minutes. Il n'y a pas de souci de notre côté. Si ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas de demande complémentaire, on reste à votre disposition, bien entendu. On vous rappelle donc que les réunions territoriales se font sur inscription. Si vous avez des destinataires du mail d'information, vous pouvez renseigner le formulaire et puis nous aurons connaissance de votre inscription. Si ce n'est pas le cas, voilà, prenez contact avec nous. Je me permets de rappeler, je suis un petit peu insistant sur le sujet, mais qu'on veut vraiment faire des réunions techniques sur la mise en place et le suivi des dossiers et qu'on voudrait en faire des réunions, si possible, assez interactives, donc de limiter le nombre de personnes, voilà, au maximum à 2 par structure, par porteur de projet. On vous remercie. Alors, j'ai une question qui est arrivée. Parfait. Alors, pour la participation aux réunions techniques qui sont prévues, il n'est pas indispensable de m'avoir remis en amont une fiche projet. C'est vrai que dans l'idéal, pour vous, ça sera plus concret si vous avez un projet en tête, mais vous pouvez venir sans avoir transmis au préalable une fiche projet. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous n'ont pas reçu l'invitation, alors que vous êtes une commune ou un EPCI éligible, n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous transfère l'invitation avec le lien pour le formulaire d'inscription. On espère avoir été clair, on espère que cet appel pourra répondre à un certain nombre de projets que vous avez dans les tuyaux. On se retrouve prochainement pour ceux qui pourront se rendre disponibles et souhaiteront venir aux réunions territoriales, donc à partir du 18 octobre à Forcalquier. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de semaine et puis donc à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Au revoir. Merci, à très bientôt. Merci à vous.